Citoyennes et citoyens, bienvenue sur Adnilum. Nous avions commencé les règles avec la dernière vidéo, nous allons poursuivre aujourd'hui afin de terminer cette partie. Donc, tout d'abord, je vais parler d'un chapitre qui est assez gros et assez important pour un univers comme celui de Singularité 2501, c'est celui du monde numérique. Alors, petit aparté, ce chapitre c'est celui qui a été le plus difficile pour moi à écrire, afin de l'équilibrer, de le rendre intéressant sans qu'il n'en devienne trop lourd. Ça n'a pas été simple. Donc, tout d'abord, dans le chapitre numérique, vous allez avoir pas mal d'informations en termes de lore, de comment fonctionnent les réseaux à cette époque. Donc, pour résumer ça rapidement, les réseaux globaux des planètes s'appellent des noosphères. Donc, c'est des réseaux très interconnectés où il n'y a plus vraiment de serveurs centralisés comme on peut avoir sur l'Internet aujourd'hui. Les appareils électroniques, d'ailleurs qui sont de moins en moins électroniques et fonctionnent avec des systèmes plus sophistiqués comme la spintronique par exemple, sont assez puissants et possèdent assez de capacité de stockage pour chacun être un mini-serveur. Et la noosphère ressemble plus à une forme de toile extrêmement plastique qui évite donc tout crash, puisque si un serveur plante, immédiatement d'autres serveurs vont prendre sa place et récupérer ses fonctions. Également, les noosphères, ce qui est important de noter, c'est qu'une noosphère, c'est vraiment une planète et son environnement proche. Parce que quand vous vous éloignez de la planète, il ne faut pas oublier qu'on utilise toujours le spectre électromagnétique à ce niveau-là pour communiquer, vous allez inévitablement avoir le problème du light lag, c'est-à-dire que la lumière met du temps à aller d'un endroit A à un endroit B. Imagine si vous vous trouvez sur la Lune, par exemple, vous aurez déjà un light lag de 2 secondes. On est à 1 seconde de la Lune, le temps qu'il revient, enfin que l'information fasse l'aller-retour, vous aurez 2 secondes de décalage. Essayez de jouer un jeu en ligne avec 2 secondes de décalage. Si vous y arrivez, vous êtes fort. Donc il y a ça, et imaginez donc comment ça se passe quand on veut transmettre des informations dans un autre système solaire. Eh bien, on utilise les communications par laser, qui vont être reliées au portail de saut, et les portails de saut vont utiliser leur trou de verre pour catapulter cette information vers un autre portail distant, afin de limiter le plus possible le light lag. Ce dernier, néanmoins, reste de plusieurs heures à plusieurs jours en fonction de l'éloignement des systèmes, parce que parfois le signal doit passer par plusieurs portails avant d'arriver à sa destination. Donc, les noosphères sont des places très vastes, et on y trouve évidemment des darknets, tout ne peut pas être intégralement surveillé. Pour en revenir à ce concept de noosphère, imaginez vraiment que tout est interconnecté. Il y a des circuits à l'intérieur de presque tout, à l'intérieur de vos vêtements, à l'intérieur de vos implants, il y en a même dans la rue, partout, et cela va vous donner un affichage par réalité augmentée que presque tout le monde utilise naturellement, sans même plus s'en rendre compte au final, tellement que ça paraît naturel de l'utiliser au quotidien. Vous imaginez que les gens n'utilisent plus de smartphone à cette époque, tous ont des implants réseau, et ces implants réseau, eh bien, ils vont directement communiquer avec certaines zones de votre cerveau pour créer en quelque sorte des sortes d'hallucinations contrôlées. Ils vont stimuler par exemple votre centre de la vision pour faire apparaître quelque chose dans la vision. Il y a autre chose à noter d'important sur les informations que vous pouvez avoir en réalité augmentée, c'est que on ne va pas tout afficher, parce que sinon on se retrouverait comme avec une fenêtre avec plein de pop-up. Mais par exemple, si vous voulez savoir la distance qui vous sépare d'un objet, les implants réseau vont pouvoir calculer cette distance et ils ne vont pas vous l'afficher, vous allez juste instinctivement avoir cette information. De même, si vous avez des sens augmentés, comme des yeux augmentés, vous pourriez même, juste en regardant une couleur, savoir les longueurs d'onde qui sont impliquées. Vous n'avez pas un chiffre qui s'affiche, vous le savez, naturellement. Comme quand vous regardez de la couleur rouge, vous savez que c'est rouge. Voilà pour un petit peu ce qu'est de la réalité augmentée. Il existe bien évidemment des mondes entiers de réalité virtuelle, qui peuvent être d'immenses espaces de rencontres, mais aussi des jeux en ligne, qui sont aussi vrais que la réalité, ou encore ce qu'on va appeler les lectures d'expérience, qui peuvent être assez similaires aux danses sensorielles qu'on a dans Cyberpunk, qui consistent donc à être témoin de l'expérience d'une tierce personne. À noter que, malheureusement, il y a des marchés noirs assez glauques sur des expériences un peu plus violentes, ou assez inhumaines. Pour ce qui est du système de piratage, on va vraiment distinguer deux parties. Tout d'abord, il y a la guerre électronique à proprement parler. La guerre électronique, c'est vraiment que vous voulez faire du piratage de combat ou quand vous luttez contre un autre hacker. Là, on est sur de la guerre électronique. Et ensuite, on va voir les mécanismes d'intrusion. Donc là, c'est quand vous voulez vous introduire sur un serveur, aller chercher des informations sur ce dernier, ou y foutre un quelconque boxon d'ailleurs. Eh bien, là, vous allez avoir un tout autre mécanisme qui se met en place, et j'ai fait en sorte que le pirate puisse
se mettre en réalité virtuelle totale, donc sombrer dans l'inconscience, il est entièrement dans le monde numérique, et il pourrait hacker un serveur pendant que ses alliés défendent ses fesses dans la réalité, afin d'éviter qu'il ne se fasse tuer puisqu'il est inconscient. Ça peut donner des scènes assez tendues et assez intéressantes, j'ai pu le tester en jeu. Donc voilà pour le système de monde numérique. En fonction évidemment du nombre de la puissance du serveur, ce sera plus ou moins difficile de l'atteindre, il y aura des contre-mesures offensives qui pourront donner du fil à retordre au hacker, voire le tuer en essayant de lui griller la cervelle. Donc après le monde numérique, nous allons avoir une partie assez importante. Je vais dire ça à chaque chapitre, hein, si vous voulez. C'est comme ça. Mais oui, effectivement, tous les chapitres sont importants, j'ai envie de dire. Très bien. Donc ce chapitre, c'est celui du système de réputation. Donc dans ce chapitre, vous allez aussi un petit peu en apprendre plus sur ce qu'est la faction des Origes. Donc je vais pas trop spoiler ici ce que sont les Origes, vous serez amené à le découvrir, mais souvent les joueurs seront amenés à devenir Origes dans leur campagne. Ce n'est pas une obligation, c'est juste une possibilité évidemment. Nous allons ensuite arriver au système de réputation, parce que dans Singularité, il n'y a pas de système de monnaie. Je n'ai pas mis de système de monnaie pour plusieurs raisons. D'abord, vous êtes dans des civilisations post-rareté, donc la monnaie n'a plus vraiment de sens pour la plupart de ces sociétés. Il n'y a pas non plus de système monétaire international, si je puis m'exprimer ainsi. Et enfin, vos personnages vont avoir à leur disposition tout de même un vaisseau spatial, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont quand même déjà des ressources. Donc s'ils ont de quoi faire tourner un vaisseau spatial, alimenter son équipage, et avoir l'équipement qu'il faut pour tout ça, ils ont déjà un minimum d'influence. Le système de réputation, c'est ce qui va dire vos personnages, est-ce qu'on les estime assez dignes de confiance pour leur mettre entre leurs mains des technologies potentiellement sensibles et puissantes. Et c'est ça qui va faire que les augmentations, notamment, peuvent être difficiles d'accès. Ce n'est pas qu'en fait elles sont compliquées à fabriquer pour la plupart, ou qu'elles sont chères ou rares. C'est simplement qu'avant de transformer une personne en un guerrier surhumain, on préfère d'abord s'assurer que ce guerrier surhumain ne va pas devenir un monstre psychopathe, semant mort et destruction sur son passage. Le système de réputation va donc vous permettre non seulement d'acquérir de l'équipement, des augmentations, mais également des services. Plus vous aurez une réputation élevée, plus les individus autour de vous auront tendance à pouvoir vous rendre service. Et également, plus vous pourrez aller demander de l'aide à des personnalités, voire même des entités. Pourquoi pas? Cela peut également servir à obtenir des informations. Et encore une fois, plus votre niveau de réputation sera élevé, plus vous aurez accès à des informations confidentielles et complexes d'accès. Pour peu évidemment que vous ayez les bonnes entrées et que vous entendiez bien avec la civilisation ou la faction à laquelle vous demandez ces informations. Donc le système d'équipement lui-même va fonctionner avec un système de rareté, de disponibilité, comme je l'appelle dans le jeu, et plus la disponibilité est basse, donc plus l'objet est rare, plus le jet de réquisition sera difficile. Le jet de réquisition, c'est un jet de réputation. Bien, ça va nous emmener à un autre chapitre, qui est celui des augmentations. Alors, j'aimerais vous dire que ce chapitre est important, mais je le dis à chaque fois, mais celui-ci, il fait partie des plus longs et des plus conséquents, parce que le système de jeu tourne énormément autour de l'augmentation, et donc vous allez avoir matière à faire du theorycraft avec le nombre d'augmentations qu'il y a. Alors tout d'abord, il y a plusieurs variétés d'augmentations. Vous allez avoir le cyberware, donc tout ce qui est augmentation cybernétique. Vous allez avoir le bioware, donc ce sont les augmentations biologiques. Par augmentation biologique, j'entends que ce sont des organes qui vont remplacer les vôtres, ou qui vont se rajouter en plus, comme par exemple des glandes qui vous permettent de contrôler vos hormones, donc vos émotions. Ça va être des organes en plus, ou en remplacement. Ensuite, vous allez avoir les altérations génétiques, et les altérations génétiques sont assez subtiles, puisqu'elles sont de prime abord moins puissantes que les autres augmentations, mais elles ont un avantage, et non des moindres, c'est que les augmentations ne se combinent pas entre elles. J'explique. Si vous avez une augmentation cybernétique qui vous donne du soma, votre force et votre endurance, et une augmentation biologique qui vous donne la même chose, eh bien les deux ne sont pas compatibles. Vous allez automatiquement choisir la stat la plus élevée, mais elles ne s'additionneront pas. Dans le cadre des manipulations génétiques, eh bien, celles-ci s'additionneront à vos autres augmentations. Les modifications génétiques peuvent notamment permettre, en fin de jeu, d'aller chercher les stats très hautes. Enfin, la dernière catégorie d'augmentation, la plus puissante d'entre elles, est la nanotechnologie. La nanotechnologie, il ne faut pas penser que ce sont seulement quelques nanites qui circulent dans vos veines. La nanotechnologie, c'est la redéfinition de votre biochimie
et des mécaniques qui se passent dans votre corps au niveau moléculaire, si ce n'est atomique. Par exemple, une peau blindée en nanotechnologie, on ne va pas vous implanter des nanites qui durcissent votre peau. On va demander à votre corps, on va hacker votre biologie afin que, par exemple, vos cellules de la peau se mettent à synthétiser d'elles-mêmes du graphène, les rendant donc extrêmement résistantes. Et bien ça, c'est la nanotechnologie. C'est aussi la plus difficile d'accès, parce qu'évidemment, tous les gens qui sont orientés par la nanotechnologie deviennent très puissants, et donc potentiellement des menaces. Ensuite, vous allez avoir accès à beaucoup d'enveloppes différentes. Vous avez des enveloppes biologiques, vous avez des enveloppes synthétiques, d'ailleurs vous avez toute une catégorie d'augmentation spécifiquement faite pour les enveloppes synthétiques, qui sont encore un petit peu différentes. Et enfin, vous allez avoir un petit peu les enveloppes de fin de jeu, ce que vos joueurs auront envie d'avoir en fin de partie pour casser la baraque, parce que les enveloppes de fin de jeu, elles sont extraordinairement puissantes. Donc à tous les MJ, faites attention, ne donnez pas ça à vos joueurs tout de suite, parce que sinon ils vont devenir trop forts tout de suite. Donc ces enveloppes vont avoir notamment ce qu'on appelle les enveloppes biosynthétiques, qui sont terriblement puissantes. Et en fait, chaque civilisation va mettre en avant différents types d'enveloppes, toutes plus dévastatrices les unes que les autres. Voilà un petit peu pour le chapitre augmentation. On arrive maintenant au chapitre de l'équipement. Donc l'équipement, on va avoir toute une liste un petit peu d'équipements qui peuvent être utiles, on va dire l'équipement utilitaire, donc vous avez une liste, je ne vais pas vous la faire ici, elle est longue. Vous avez aussi toute une liste de véhicules, donc ça peut être autant des véhicules, on va dire, civils classiques, voitures, motos, que des véhicules blindés, des véhicules d'exploration, des navettes spatiales pour faire les allers-retours par exemple à votre vaisseau spatial quand celui-ci ne peut pas se poser à la surface d'une planète. Vous avez tout ça à votre disposition, vous avez aussi la liste des drones que vous pouvez acheter. Et évidemment, vous avez un arsenal plutôt bien fourni, et j'ai fait en sorte que l'arsenal, chaque arme, puisse avoir certains avantages. Par exemple, les armes balistiques classiques, les armes à feu, ont la capacité d'avoir des munitions intelligentes, des munitions qui ricochent contre les murs, qui sont à tête chercheuse pour aller toucher vos ennemis avec des tirs indirects, ce genre de choses. Les armes magnétiques sont plus puissantes, puisqu'elles accélèrent des balles grâce à un rail magnétique. Mais elles ne peuvent pas avoir de munitions intelligentes, ce qui leur fait perdre en versatilité. Vous avez les armes laser qui traversent les boucliers et qui sont très stables, vous avez les armes à plasma extrêmement puissantes, mais à courte portée. Et bien sûr, tout un artillerie de grenades, d'armes lourdes, et d'armes au corps à corps pour ceux qui ont envie de jouer au corps à corps. En parlant de corps à corps, c'est une option qui est relativement difficile à jouer, du moins en début de partie, parce que vos personnages sont encore assez fragiles, et de charger un individu qui a un fusil automatique entre les mains va souvent se terminer par votre mort. Ce qui paraît logique, on ne fonce pas avec un couteau sur quelqu'un qui a un fusil d'assaut. Vous avez aussi des armures, sans aucun doute, des armures assistées, les armures assistées sont très forte. Quand vous allez vraiment commencer à obtenir des armures assistées dans votre groupe, vous allez passer vraiment à un autre niveau de jeu, surtout qu'il y a beaucoup de modifications d'armures possibles, encore plus sur les armures assistées. Vous pouvez, par exemple, ça je le dis parce que je me permets, mais c'est un peu le truc le plus stylé qui est possible de faire avec les armures assistées, vous pouvez installer ce qui s'appelle un module d'atterrissage, qui fait que vos armures assistées vont avoir des blindages thermiques ablatifs qui vous permettent carrément de sauter d'un vaisseau depuis l'orbite et d'atterrir sur la planète. Ok. Je sais pas où s'arrête le réalisme, mais là vraiment c'était trop cool, j'ai pas pu résister à le mettre. Vous avez un peu des champs de force aussi dans le jeu en termes d'équipement, et là on a un petit peu fait le tour de ce que va vous offrir l'arsenal et un peu tous les équipements possibles et imaginables. Donc, on en arrive au dernier chapitre de règles, et non des moindres, c'est celui des vaisseaux spatiaux. Donc, vos personnages, quand ils vont être créés, il va y avoir en fait une pool de points de vaisseau qui vont augmenter. Tout le monde partage les points de vaisseau quand ils créent leur personnage. Et à partir de là, vous allez pouvoir créer un vaisseau. En fonction de la civilisation du coup du capitaine du vaisseau, ce dernier ne sera pas du tout le même. Vous aurez ensuite la possibilité de l'armer, de lui mettre des défenses, mais aussi de choisir tous les modules internes. Par exemple, lui mettre un laboratoire pour pouvoir faire des tests sur des échantillons après être retourné d'une exploration. Ainsi que d'autres systèmes comme l'utilisation de drones, des lance-missiles, ou encore, pourquoi pas, la capacité d'utiliser sur certains vaisseaux des cœurs psychiques pour attaquer psychiquement les vaisseaux, ou sur les vaisseaux de glace, de pouvoir se déphaser. Alors, un point sur le système de bataille spatiale, c'est que, là encore, je vais profiter pour un petit peu tirer sur la concurrence, si je puis dire. Ce que je trouve dommage dans ce que j'ai pu voir dans les propositions de jeux proposant des combats spatiaux,
c'est qu'en dehors du pilote et de l'artilleur, ben, les autres joueurs ils sont autour de la table et ils attendent que ça se passe. Et donc j'ai voulu un petit peu casser ce problème en donnant à chaque joueur un peu quelque chose à faire. Donc évidemment vous allez toujours avoir un pilote et un artilleur, mais je vous ai dit que vous avez des drones. Vous pourriez avoir un joueur qui s'occupe de gérer les escadrons de drones. On n'envoie pas de chasseurs, c'est trop létal en fait. Les défenses sont très efficaces, les systèmes de défense des vaisseaux, et ce serait trop risqué et aucun pilote ne serait assez fou pour se mettre dans un chasseur. Donc ce sont des drones pilotés à distance, avec des intelligences artificielles dedans. Donc, en plus de ça, il y a aussi la gestion de l'énergie qui est possible, et la gestion de la chaleur. Alors, là, il y a des gens qui vont se dire, moi attends, dans l'espace il fait froid. Alors, déjà pas partout, parce que si vous êtes à côté d'une étoile il fait pas froid, mais en plus de ça, oui, de manière générale il fait froid dans l'espace, mais surtout l'espace est vide. L'espace étant vide, il est très difficile de se débarrasser de la chaleur. Si vous voulez une expérience toute bête pour comprendre la différence entre l'évacuation de la chaleur par radiation et par contact, eh bien, vous allumez votre plaque de cuisson et vous mettez votre main à 30 cm au-dessus. Vous allez sentir la chaleur, c'est les rayonnements et un petit peu l'air chauffé. Mais vous allez vraiment sentir ce rayon chaud sur votre main. Et bien maintenant, posez votre main sur la même plaque. Bon, vous n'allez pas le faire parce que vous n'êtes pas idiot, mais voilà, ça vous permet de voir la différence entre un échange thermique par radiation et par contact direct. Quand nous sommes sur Terre, ce qui refroidit les moteurs par exemple, c'est l'air. Et là, les gens qui me connaissent vont beaucoup rire parce que je suis encore en train de moudre les gens avec le principe d'avoir des radiateurs sur les vaisseaux. Je pense qu'on laissera cette petite blague, parce que c'est marrant. Donc après cette petite digression sur les radiateurs, qui sont fondamentales, je n'en démords pas, eh bien nous avons un petit peu fait le tour. Alors les vaisseaux peuvent être détruits, évidemment, ils sont indestructibles, il y a des systèmes de combat qui sont un petit peu décrits. Si vous avez un vaisseau antimatière, par exemple, parce que vous avez la propulsion par fusion et la propulsion par antimatière. La propulsion par antimatière est beaucoup plus puissante, mais quand votre vaisseau saute, ça tue tout le groupe, par contre. Donc voilà pour un petit peu les mécanismes qui vont vous permettre de faire des batailles spatiales et d'avoir votre propre vaisseau spatial. Et ça va clôturer le système du jeu. Alors, il existe dans le jeu une troisième partie. C'est la partie meneur de jeu, qui donne notamment quelques conseils pour d'éventuels nouveaux meneurs de jeu, et qui va aussi, et surtout, donner des informations que les joueurs ne sont pas censés savoir. Alors ici, je ne vais pas du tout en parler, c'est juste qu'elle existe, il y a déjà certains mystères de l'univers qui sont explorés, il y a des pistes qui sont données, mais je vous invite à découvrir ça, encore une fois, par vous-même. Eh bien, nous avons donc fini avec la présentation de l'univers et du système. Je vais encore sortir au moins une prochaine vidéo, où là, je vais présenter un petit peu plus le projet d'un point de vue externe, le projet en lui-même, le financement participatif à venir, un petit peu ce qu'on cherche à faire, notre démarche. Vous voyez un petit peu l'image. Eh bien, sur cela, citoyennes et citoyens, à la prochaine fois.